Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle d'un congé menstruel qui serait un outil d'égalité femmes-hommes. Il est porté, ce sujet, par Jules Coignard. Il est le cofondateur de Circulaire. Il va tout nous expliquer dans quelques instants. Les entreprises s'engagent. Parlons, tiens, de la réinsertion des personnes détenues, femmes et hommes, et la manière dont ils travaillent en prison, qui est peut-être aussi un moyen de pouvoir ensuite, à leur sortie, bien de trouver un emploi. On fera le point avec Philippe Canivet, PDG de Finarphone. Et puis Cercle RH, un grand entretien. On parlera des femmes à la veille de cette journée des femmes du 8 mars avec Patricia Chaplotte. Elle est directrice générale de Hopscotch, mais surtout présidente du Cercle des femmes d'influence, et elle organise le prix de la femme d'influence. C'est quoi une femme d'influence? Une femme ambassadrice, une femme inspirante. On fera le point avec elle dans quelques instants. Et dans Fenêtre sur l'emploi, un chômage heureux plutôt qu'un emploi triste. C'est un très beau punchline. On essaiera d'y voir plus clair avec François Moreau, secrétaire général de Randstad. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle d'un sujet alors qui, en apparence, peut paraître tabou, parce qu'on en parle un peu à la machine à café discrètement. On va parler des règles menstruelles et donc, de fait, des congés menstruels qui peuvent en découler et qui seraient un outil d'égalité femmes-hommes. On en parle avec Jules Coignard. Bonjour Jules. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes le cofondateur de Circulaire. Pour le dire simplement, entreprise de conseil, de formation autour de l'économie circulaire. Et vous avez décidé de porter ce sujet et de communiquer et d'en parler. Éloigné ou pas du cœur de métier de votre activité? Alors éloigné, oui et non. En apparence, ça l'est. Ça peut sembler l'être, puisque nous travaillons donc effectivement sur l'économie circulaire, donc qui permet de réduire l'utilisation de ressources, réduire la production de déchets, donc de travailler notamment dans le cadre de la transition écologique. Mais je pense qu'il y a un lien quand même quelque part, puisque la transition écologique doit s'accompagner d'une transition sociale finalement, donc doit faire la part belle à la partie sociale. Et je pense que c'est important pour nous, entreprises de transition écologique, d'être aussi exemplaires, ou en tout cas de se poser les questions de ces sujets. Ça veut dire qu'il y a un lien direct entre l'action que l'on mène pour sauver la planète et la manière dont on accompagne les êtres humains. C'est ça que vous nous dites? Tout à fait. Et pour vous, les deux vont de pair, on ne les dissocie pas? Non, je pense que ce serait une erreur de les dissocier. Les deux doivent aller ensemble. Et c'est de plus en plus, d'ailleurs, c'est encore plus flagrant quand on se rend dans les pays émergents. Et vous avez donc décidé, d'une manière très pionnière, je rappelle que vous avez été, j'imagine, un jeune cadre, parce que vous êtes jeune encore chez Airbus, vous êtes parti au Mexique, vous avez bourlingué, et puis vous avez créé votre entreprise qui a 34 collaborateurs et qui fait du conseil et de l'accompagnement. Pourquoi ce choix d'avoir créé un congé menstruel ? Alors le congé menstruel, déjà pour le définir très brièvement, c'est une période pendant laquelle un collaborateur peut prendre un jour de congé, un ou plusieurs d'ailleurs, qui soit rémunéré ou non. Collaboratrice. En l'occurrence, plutôt une collaboratrice. Tout à fait. Dans le cadre de ses activités. En fait, c'était remonté par une de nos collaboratrices en 2020. En fait, elle s'est renseignée sur le sujet. Elle était elle-même victime de règles douloureuses. Il y a différents pays en fait, qui ont mis en place des législations sur le sujet. Le Japon était le premier pays en 1947 de mettre une loi sur le congé menstruel. Et ensuite, ça a été suivi par des pays asiatiques, par la Zambie également, et plus récemment par l'Espagne. Il y a 2 semaines. Absolument. Qui a voté, donc, une loi sur le congé menstruel. Et donc on s'est dit que c'était un sujet important à porter. Notre DRH, Stéphanie Talévis, a du coup approfondi la thématique. Parce que là, on parle de règles, mais là, on parle de règles douloureuses qui portent le nom, d'ailleurs, il y a des noms précis, très scientifiques, qui sont des souffrances atroces que traversent ces femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous attendez d'elles qu'elles vous apportent la preuve médicale, vous êtes sur la parole et quelqu'un vous dit « moi, c'est pas possible que je puisse travailler dans cette période-là ». Comment ça se passe, ça? Parce que c'est pas si facile de le dire. Alors déjà, si on se base sur les études, il y a à peu près 84% des femmes qui connaissent des règles avec des douleurs et 14% d'entre elles qui sont totalement invalidées pendant cette période, donc qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations quotidiennes. Donc fort de ce constat, on s'est dit que dans un cadre d'équité justement homme-femme, on avait besoin d'adresser ce sujet. Alors chez nous, comment ça fonctionne? En fait, un jour par mois, les femmes peuvent poser un congé menstruel sans aucune preuve médicale. Uniquement sans déclaratif, sans aucun justificatif. Et en plus, ça s'accompagne d'un... En fait, pour que ça fonctionne, on pourra revenir sur les conclusions, mais ça doit s'accompagner d'un dispositif un peu plus large, évidemment d'un climat de bienveillance, de communication interne, et également de télétravail, qui peut être aussi un outil intéressant, de se dire, je peux faire du télétravail, et en dernier recours, je peux avoir l'utilisation
du congé menstruel. Ouais, ça c'est intéressant parce que la difficulté c'est de prendre les transports, c'est de souffrir, c'est d'avoir une tête, parce qu'on est souvent extrêmement fatigué devant ses collègues. Donc vous dites quoi, le sas de transition avant l'arrêt, c'est de pouvoir aussi demander de travailler de chez soi. C'est ça l'idée, hein. Tout à fait. En fait, il y a 6 mois, on a fait un atelier. Ça faisait 2 ans qu'on a mis en place le congé menstruel avec les femmes justement de Circulaire. Non, il y en a 22 sur 34 pour comprendre justement un petit peu quelle était la limite de ce modèle, pourquoi ça fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement le télétravail était quand même une première alternative. Clairement. En tout cas, et qu'elles étaient rassurées de pouvoir aussi avoir accès, si elles en avaient besoin, au congé menstruel. Il y a à peu près un quart des femmes chez nous qui l'ont utilisé sur les 6 derniers mois. Donc vous nous dites qu'à travers cette innovation, là vous avez déjà un petit tableau de bord, un peu de visibilité. C'est d'abord le télétravail et en tout dernier recours, en volume prix, c'est plutôt le congé, c'est ça, hein? C'est 100% ça. Donc la vraie problématique pour ces femmes qui nous regardent et qui n'ont pas le plaisir de travailler chez Circulaire, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer à leur manager, peut-être en première étape, parce que vous avez une expertise, mettez-moi d'abord en télétravail avant même de parler de congé, on est d'accord? Je pense que le télétravail, c'est déjà une première alternative qui est excellente et qui est un premier pas qui, en plus, notamment depuis le Covid, beaucoup plus répandu au sein des entreprises, donc il va être un peu mieux compris. Mais je pense que c'est quand même important aussi de préparer le pas suivant, qui va être le congé menstruel, et qui va du coup permettre d'avoir un sas de sécurité aussi pour les femmes et les collaboratrices. Il y a encore un tabou, parce qu'un quart finalement, quand on regarde de près, c'est peu. Est-ce qu'il y a encore un tabou sur ce sujet? Est-ce que, au-delà du fait que ça soit un outil d'égalité femmes-hommes, beaucoup de femmes finalement ne l'utilisent pas? Par quoi? Par gêne, par tabou, par pudeur, en disant non, mais je ne vais pas utiliser ce truc, c'est pas possible. Je pense qu'il y a différents freins. Déjà, nous, c'est un quart. Si on regarde globalement dans le monde, c'est moins de 10%. Si on prend le Japon, c'est 1%. Et donc, vous voyez. Donc, effectivement, en fait, il y a différentes peurs. Il y a même des organismes féministes qui disent que ça peut aller un peu à contre-courant, puisqu'ils ont un peu peur de stigmatisation à l'embauche, en se disant, tiens, en fait, elles vont avoir recours à un congé supplémentaire, etc. Donc, je pense que ça doit vraiment s'inscrire dans une démarche globale, s'inscrire avec de la pédagogie en entreprise. Donc, il y a eu un atelier chez nous, si je parle de notre expérience chez Circulaire, de femmes. Ensuite, il y a un atelier global avec tout le monde dans l'entreprise pour expliquer pourquoi on mettait ça en place. Oui, c'est pas un atelier féministe qu'avec des femmes. Il faut que les hommes comprennent aussi le concept. 100%. Évidemment, c'est le but. Pour que tout le monde accepte, comprenne ce sujet, tout en gardant évidemment la discrétion de tout le monde et que ça fonctionne de la meilleure des façons. Mais avant de créer cette initiative et de la mettre en place très concrètement, parce que c'est aussi un peu de marque employeur, de dire qu'on a cette capacité chez Circulaire de le faire, vous aviez remarqué que des femmes étaient en souffrance, vous, l'homme, avant d'avoir mis en place ce congé. Est-ce que en vous demandant bien, qu'est-ce qui pouvait bien leur arriver? Je me suis jamais objectivement fait la réflexion de manière de manière hyper concrète. Si notre collaboratrice n'avait pas fait remonter ce sujet, vous ne l'auriez pas vu. Notre DRH, en tout cas, je pense pas qu'on aurait entamé ces travaux. Donc c'est vraiment venu des femmes chez nous. Et en revanche, ça s'inscrit dans une démarche plus large qui est le bien-être chez Circulaire, où on s'applique à avoir tout un tas d'avantages sociaux et où on met évidemment l'équité homme-femme au centre de nos préoccupations. Et j'imagine avec la volonté quand même que tout le monde puisse en bénéficier, parce que le chiffre est faible. Vous parliez du Japon, vous parliez de votre entreprise et d'une manière générale, pour libérer la parole. Alors 100%, le but c'est que ce soit accessible pour tout le monde, que tout le monde comprenne comment ça fonctionne et que tout le monde n'ait aucun frein à l'utiliser. En revanche, il y a des femmes qui n'ont pas de règles douloureuses, qui n'ont pas besoin d'utiliser. Et elles continuent à travailler. Oui. Donc, c'est pas un jour de vacances en plus. Non, alors. Non, mais qu'on se le dise. Non, mais clairement pas. C'est pas le cas. Et en tout cas, chez nous, je pense pas du tout que ce soit vécu comme tel. On a la chance de travailler sur des sujets en plus où les gens sont très engagés, donc viennent chez nous par conviction. Et ont plutôt même envie de bosser, quoi. Exactement. Donc c'est pas. Il y a une urgence écologique derrière et donc le besoin d'accélérer la transition des entreprises dans l'économie circulaire. Et puis c'est du conseil. Il y a des clients, il y a des exigences, il y a des calendriers. Merci Jules Coignard d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Cofondateur de Circulaire, 34 collaborateurs, dont 22 collaboratrices. Exactement. Et vous avez oublié de dire un truc. Il y a une chose, je pense, qui est importante, c'est une étude de McKinsey en 2018 qui explique que les entreprises qui mettent au cœur de leur préoccupation l'équité homme-femme ont 21% de chances de réussite de plus que les autres et globalement se montrent plus innovantes, plus résilientes aussi face au changement. Je pense que c'est important de le dire aussi que ça s'accompagne de performances derrière. C'est parti d'une collaboratrice vers la DRH et ensuite vers les fondateurs qui ont pris à bras-le-corps ce sujet. C'est Circulaire, le congé menstruel, et ça existe dans cette entreprise. Merci Gilles de nous avoir rendu visite. Les entreprises s'engagent, notre prochaine rubrique. Ça, c'est aussi un sujet sensible, pour ne pas dire tabou. Quand on sort de prison, comment faire pour retrouver un emploi? C'est toujours très compliqué. Il y a une stigmatisation des détenus qui sont sortis et on en parle justement dans Les entreprises s'engagent.
Les entreprises s'engagent, on parle des détenus, alors à la fois de leur réinsertion, mais aussi de leurs activités au sein des centrales. Comment font-ils pour travailler? C'est pas toujours simple, évidemment. Et on en parle avec Philippe Canivet, qui est à la tête de Finanor Faune, qui est votre entreprise, qui vient du Nord. On va parler de la maison de la centrale de Bapaume. C'est Finanor Faune. Avant de parler des détenus, est dans le réseau des entreprises s'engagent. Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi rentrer dans cette vaste et grande communauté des entreprises qui s'engagent? D'abord parce qu'à l'origine, j'ai racheté cette société il y a 8 ans. Je viens effectivement d'un concessionnaire. Un concessionnaire, c'est une entreprise privée qui travaille en milieu carcéral, où j'ai exercé mon dernier emploi comme salarié. Et effectivement, j'ai dans mes salariés la différence d'avoir énormément d'emplois francs. J'ai 5 emplois francs, j'ai 2 personnes en situation de handicap, j'ai 2 contrats d'apprentissage, un contrat de professionnalisation. Ça fait partie de l'essence même de l'entreprise que de donner une seconde chance aux gens qui n'ont pas eu l'occasion ou qui n'ont pas su saisir leur première occasion de travail. La deuxième chance, après un passage en prison. Et lorsqu'on entre en prison, là, une des choses essentielles, et on va en parler avec vous, c'est de pouvoir accéder à un emploi, à la fois pour cantiner, pour avoir des revenus qui sont modestes, mais avoir des revenus. Vous avez décidé, et ça c'est intéressant, d'ouvrir 8 postes au sein d'une prison, celle de Bapaume. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, j'avais donc forcément, de par mon expérience professionnelle, des contacts avec la DISP Hauts-de-France, et nous avons rapidement, lorsque j'ai racheté cette boîte, je pensais que ça pouvait éviter effectivement le départ de certains centres d'appel à l'extérieur, à Madagascar, à l'île Maurice, ou sous d'autres cieux où les éléments de salaire ne sont pas les mêmes, et qu'effectivement on pouvait proposer des services intéressants. De par ma connaissance effectivement aussi du monde carcéral, j'avais repéré que vous aviez 10 à 15% de cette population capable d'intégrer ce donc pour être concret, installation de 8 postes centres d'appel, voilà. Avec des clients pour lesquels ils travailleront. Tout à fait. Et iront donc faire du démarchage téléphonique. Quelles seront leurs missions? Et ils auront été formés, bien sûr. Il y aura et de l'appel entrant et de l'appel sortant. Nous sommes spécialisés plutôt vers les appels entrants de patients de médecins. On gère les lignes téléphoniques et le secrétariat téléphonique d'une 40aine de médecins dans l'Aisne. Et également de l'appel sortant avec un certain nombre de petites structures qui n'ont pas les moyens d'avoir effectivement une personne pour faire grandir leur clientèle. On a beaucoup d'agents d'assurance, notamment. Bien sûr. Ça pose plusieurs questions. D'abord, le contrôle de ces collaborateurs qui sont rémunérés, mais qui sont au sein de la prison. Comment ça se passe? Qui les contrôle? Ben oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est qui va contrôler? Parce que c'est vrai que le personnel pénitentiaire n'est pas là, n'est pas manager d'équipe. Comment on fait là? Alors, le personnel, il y a forcément... De la surveillance. Il y a de la surveillance, mais il y a également... Et la surveillance reste à l'administration pénitentiaire. Durant cette période d'activité et de travail des personnes sous main de justice, effectivement, il y a des encadrants qui sont des encadrants civils. Donc, nous aurons un superviseur en permanence. L'administration pénitentiaire, depuis ma rencontre avec le garde des Sceaux et avec Albin Heumann de la TIGIP, cette structure qui maintenant, cette agence qui gère l'ensemble des activités en milieu carcéral, m'a permis d'utiliser des outils modernes de contrôle. Lesquels? Caméra, surveillance à distance? Ça, la caméra, forcément, elles existent. C'est quoi? Mais effectivement, les enregistrements de toutes les conversations, ouais, bien sûr. La possibilité d'écoute active. Comme ça se fait dans un centre d'appel, hein. Tout à fait, ah oui. C'est la même chose, mais on se heurtait effectivement malgré tout à l'utilisation d'Internet, parce que
toutes ces choses modernes passent par Internet et l'utilisation d'Internet au sein même du centre de détention. Il a fallu évidemment border toutes ces questions liées à la sécurité, à l'accès à Internet. Les 8 salariés, vous avez fait comment? Du recrutement? Comment on recrute ces 8 collaborateurs? Alors, ces 8 personnes... Je dis collaborateurs à dessein parce qu'ils sont liés par contrat de travail ou pas avec vous? Tout à fait. Depuis la nouvelle loi sur le travail en milieu carcéral, existe le contrat pénitentiaire, d'emploi pénitentiaire, qui a été voulu par notre ministre, le garde des Sceaux, qui travaille beaucoup sur le sujet et qui va lancer, je serai à ses côtés d'ailleurs, je l'espère, en tout cas pour la CPME et pour la CPF, qui est l'association qui effectivement regroupe tous les concessionnaires en milieu carcéral, signer une charte de l'emploi en milieu pénitentiaire. Vous voulez aller jusqu'où? Parce que vous avez racheté l'entreprise, on voit le caractère d'insertion, d'inclusion de votre entreprise. 8 salariés, comment vous les avez recrutés concrètement? Alors, ils sont recrutés pareil que pour un emploi dans... Donc c'est vous qui avez fait le recrutement, vous êtes rentré dans cette centrale, vous les avez reçus dans un bureau. Qu'est-ce qui a fait que vous les avez recrutés? Il y avait combien de candidats? Alors, il y avait une quinzaine de candidats. Et il n'y a que 8 postes parce que pour des raisons de place, on aurait pu agrandir un peu. Je pense que la direction de l'administration pénitentiaire y pensera sans doute. Et effectivement, après avoir passé un certificat de qualification professionnelle de conseiller à relations à distance de 455 heures, diplômes qu'ils doivent passer d'ailleurs bientôt, nous allons pouvoir les injecter dans une équipe de téléconseillers. Pour vous, c'est quoi? Ça a été un défi, parce que là, vous arrivez au bout, vous nous le présentez, et vous êtes très fiers de nous le dire. Oui. Et on a le sentiment quand même que c'était un petit parcours du combattant. 4 ans. 4 ans. 4 ans pour accéder. Donc là alors, c'est vrai ils ont démarré ou ça va démarrer là? Ça va démarrer. Ça va démarrer, ça veut dire qu'il faut installer des postes de travail, il faut les équiper. C'est déjà en cours, ça. Ils auront combien d'heures de travail par jour? 25 heures par semaine. 25 heures par semaine. Ils seront sur poste, dans un espace dédié, j'imagine. Tout à fait. Et ils rentreront en cellule pour déjeuner, j'imagine. Oui, alors soit on fera du 7h30, 13h. En 2 équipes. Peut-être, on va voir. Ça, c'est la discrétion et on en discute avec l'administration pénitentiaire, avec la direction de l'établissement. Un dernier mot au niveau de leurs revenus pour conclure cet échange et l'initiative que vous lancez. C'est quoi les revenus d'un détenu qui travaille en prison? C'est simple, c'est 45% du SMIC. 45% du SMIC, donc sur la base de ce contrat de travail à 25 heures. Tout à fait. Donc il a 850 euros par mois? Un peu moins. 650 euros, pardon. Oui. Je calcule mal. Non, pas du tout. Oui, à peu près ça mensuellement. Alors, une chose importante sur ces revenus, elles servent aussi, ces revenus, à indemniser les parties civiles. C'est ça. ça que je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Parce qu'il y a... moi, j'étais avec le garde des Sceaux, effectivement, avec de très grosses entreprises du CAC 40. Je représentais la CPME puisque je suis membre de la CPME. Et ça indemnise les parties civiles grâce à ça. Ça indemnise les parties civiles. Mais les grandes entreprises ont encore du mal à aller vers le travail en milieu carcéral. C'est vrai. Mais en tout cas, bravo pour votre initiative. Vous faites partie de ce vaste réseau des entreprises qui s'engagent, qui est notre partenaire dans l'émission Smart Job, à la tête de Finanor Faune. 14 salariés en extérieur, dehors, mais 8 collaborateurs qui vont démarrer incessamment sous peu dans la centrale, la maison d'arrêt de Bapaume. Tout à fait. Merci Philippe Canivet et membre de la CPME, comme vous l'aurez compris. On fait une courte pause. On va parler des femmes à la veille de cette journée des femmes du 8 mars, avec une femme inspirante, une femme qui a décidé aussi d'accompagner et de lancer d'ailleurs des initiatives, des événements, du networking pour donner la parole à toutes ces femmes inspirantes. On en parle, c'est le Cercle RH et c'est juste après. Le Cercle RH à la veille de cette journée internationale des femmes. On va parler des femmes, évidemment, des femmes en entreprise, des femmes inspirantes, celles qui sont à la tête d'entreprises, alors peu nombreuses, du CAC 40, et puis toutes celles qui aspirent aussi à grandir, à progresser. Et on en parle aujourd'hui avec Patricia Chaplotte. Bonjour Patricia. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale de Hopscotch Décideurs, oui. Et décideuse, j'ai envie de dire d'ailleurs.
Pour l'instant, je n'ai que... Vous allez le rajouter, décideuse ou pas? En fait, c'est drôle ce que vous dites, parce qu'en fait, pour l'instant, on va se retrouver qu'avec des femmes, et donc on a dit qu'on allait appeler l'agence Hopscotch décideuse. Ça serait peut-être pas mal. Et que j'arrête de recruter des garçons. Voilà. Bon, bah écoutez, ça c'est dit, c'est déjà une information importante. Présidente du Cercle des femmes d'influence et prix de la femme d'influence, ça sera à la fin de l'année. C'est un événement qui est important, évidemment. Et ce livre, eh ben, il a 1 an maintenant. Égalité, femmes et après. Alors, égalité, Femme. une grande cause, femmes. Et après, Hommes, édition Erol. Vous êtes aussi une femme engagée, je dirais, dans la vie publique. C'est important de le dire. Juste un petit mot de la femme que vous êtes sur cette réforme des retraites. Les femmes sont pointées du doigt. On dit, mais elles vont avoir à subir cette réforme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a évidemment dans toutes les inégalités entre les hommes et les femmes qui existent depuis des siècles, j'allais dire. Effectivement, dans la réforme des retraites, est-ce qu'on a bien tenu compte de la spécificité des femmes, notamment celles qui font des enfants? Moi, j'ai une amie qui a fait 4 enfants, 4 filles. Bon, il est clair qu'il y a 4 années qui sont quand même un tout petit peu mis un peu de côté par rapport à des hommes qui sont là à temps plein. Alors maintenant, il y a le congé parental pour les hommes. Peut-être que ça permettra de compenser. Certains hommes, je le vois dans la nouvelle génération, sont ravis de le prendre. Donc peut-être effectivement qu'il faudrait regarder un peu plus que la situation de certaines femmes, puisqu'on y a bien des niches. Pour certains métiers de pénibilité, c'est pas pénible de faire des enfants, quoique, mais, pour certaines. Mais ça, évidemment, ça grève la carrière, ça peut la bloquer. Tout à fait. Quel est votre message autour de cette question des femmes? Parce que au moment où on se parle, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais très objectivement, on a fait un peu de route quand même. Alors, moi, je suis plutôt optimiste. Quand même. J'ai envie de vous dire, Ouais. on a fait de la route. Si on veut voir la bouteille à moitié vide, on peut la voir toute notre vie. Si on veut la voir à moitié pleine, je pense qu'il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font bien. On a vu l'avènement des réseaux sociaux qui ont leur dérive, mais qui permet aussi à des femmes de dénoncer un certain nombre de choses alors qu'elles ne pouvaient pas le faire et que c'était compliqué. On voit que même s'il y a encore des progrès à faire, l'écoute... j'ai remis un prix à une femme qui est commandante de gendarmerie, qui développe l'écoute des femmes quand une femme pousse la porte d'une gendarmerie pour essayer d'être écoutée le mieux du monde quand elle a subi des agressions sexuelles. Donc, et il y a des gendarmeries où on écoute moins bien. Donc voilà, il se passe des choses. Je vais parler, puisqu'on va parler job et économie, Marie-Pierre Rixain, jeune députée, avec tout le travail qu'a fait Bruno Le Maire, Olivier Députée de l'Essonne. Exactement. Eh bien, elle a créé la loi Rixain qui est sortie en décembre 2021 et qui parle de l'émancipation économique des femmes. Finalement, une femme, si elle veut pouvoir choisir sa vie et être libre, il faut qu'elle travaille, qu'elle gagne son argent, qu'elle puisse partir. Et quel est son compte en banque Alors, vous connaissez le sujet du compte en banque. Bah oui, ça paraît comme ça être picrocolin, mais c'est essentiel. Voilà. Peut-être qu'il faut le redire. Redites-le. En fait, aujourd'hui, en 2023, vous avez des femmes qui versent leur salaire sur le compte du mari. Et il y a des femmes qui n'ont pas de compte en banque personnel, voire qui n'ont pas de compte joint. Donc, il y a un certain nombre de femmes, peut-être pas dans les CSP+, mais qui versent leur salaire. Donc, elles n'ont pas accès à l'argent qu'elles gagnent. Grâce à Marie-Pierre Rixain, on va être obligé, les employeurs vont devoir verser le salaire des femmes, soit sur à minima un compte joint, ou alors que la femme puisse ouvrir un compte personnel et jouir de l'argent qu'elle a gagné et de la rémunération de son travail. Au XXIe siècle, quand on l'avait reçu il y a quelques temps, on avait évoqué ce sujet qui souvent n'est pas traité par les grands médias mainstream. On parle souvent évidemment de la place des femmes dans les COMEX, dans les postes de décision, qui est le cœur de la loi, les entreprises qui sont concernées par rapport à leur taille, mais jamais on ne traite ce sujet qui paraît essentiel pourtant. Donc, dans les violences faites aux femmes, quand les femmes veulent quitter un foyer dit violent, il faut qu'elles puissent avoir accès à leur argent. Si elles n'ont pas accès à leur argent, comment voulez-vous qu'elles arrivent à partir? Donc ça va être corrigé grâce à Marie-Pierre Rixain. Et ça, c'était déjà une belle initiative. Alors, des écarts de salaire qui se réduisent, parce que d'une manière très générale, on parlait de 24%, mais quand on analyse de poste à poste, on est à 5% d'écart. C'est ça, près, oui. C'est le chiffre aujourd'hui qui est utilisé. Vous avez eu un pied en politique et un pied dans l'entreprise, et vous avez toujours ce pied en entreprise. Vous êtes directrice générale de Hopscotch, décideuse. C'est imminent. C'est quoi le plus dur quand on est une femme? C'est de faire carrière et de pouvoir progresser et développer ses talents en entreprise, ou c'est de développer ses talents en politique?
Je crois que les deux métiers sont difficiles. Alors, je n'ai jamais eu de mandat jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup travaillé avec des hommes et des femmes politiques, mais j'ai vu un peu de près. Oui, vous avez travaillé dans les cabinets avant votre carrière. Dans les cabinets. En 95. Exactement, en 95 avec Jean-Claude Godin, avec Exact. Dominique Perben quand il était ministre de la Justice. Donc, c'est des gros ministères régaliens. C'est très, très difficile. Et je vois, j'ai quelques amis ministres, notamment Olivia Grégoire, que je connais depuis longtemps, Marlène Schiappa. Au PME. Voilà, la vie de femme est compliquée dans les cabinets ministériels. Vous êtes sous les feux des projecteurs tout le temps, tout ce que vous faites. L'amplitude horaire. Non mais parlons-en, parce que l'amplitude horaire est énorme. C'est très compliqué. Quand Yaël Braun-Pivet est devenue présidente de la Commission des lois, première femme présidente de la Commission des lois, il y a eu une polémique où elle disait que le mercredi, elle aimerait mieux s'occuper de ses enfants. Famille nombreuse, me semble-t-il, Yaël Braun-Pivet. Exactement. Donc Yaël a été extrêmement critiquée par les hommes qui étaient en place depuis longtemps et qui ne concevaient pas, qui trouvaient ridicule qu'une femme puisse éventuellement ne pas siéger un mercredi après-midi. Mais Patricia, quand même, vous qui à la fois avez ce prix, qui valorisait des femmes d'influence, mais qui avez ce cercle des femmes, quand vous êtes dans des discussions hors caméra, dans l'intimité de ces moments, qu'est-ce qu'elles vous disent de leurs difficultés ? Alors, les femmes qui sont chefs d'entreprise, les femmes dans les grands groupes, collaboratrices d'un grand groupe, ça n'a rien à voir avec les femmes. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé le cercle des femmes d'influence. Ouais. J'allais au Women's Forum, je croisais des femmes géniales, mais qui étaient toutes dans des très grandes entreprises. Qui a 40 plutôt protégées, on va dire. Plutôt protégées, même si quand on décide d'évincer Virginie Morgon, ça se fait en un week-end, on lui demande de faire 3 cartons et le dimanche, c'est exact, très brutal. Donc ça peut être très très brutal et très violent. Mais quand on est petit entrepreneur entre la TPE et les ETI, moi j'ai des femmes qui sont chefs d'entreprise, d'entreprises entre 100 et 500 salariés, c'est très dur parce que là aussi vous avez l'exercice du pouvoir qui est difficile. Moi j'ai une femme qui me dit, mais un jour j'ai renégocié un prêt et j'ai emmené un de mes collaborateurs homme parce que le banquier il comprenait pas. Enfin il regardait l'homme quoi. Il regardait l'homme, regardez pas. C'est vous le patron. Ouais. Julia Bijawi, pour ne pas la citer, qui a créé aussi Frichti, racontait que sa première levée de fonds, et on est dans les années 2020, on n'est pas en 1960. C'était hier. Elle dit qu'elle a emmené son compagnon avec lequel elle avait créé l'entreprise pour sa première levée de fonds. La deuxième, elle l'a faite toute seule. Vous soulevez d'ailleurs, Patricia Chaplotte, un vrai sujet sur les levées de fonds des femmes entrepreneurs. De fonds, on voit qu'il y a très compliqué. À la banque, là aussi, c'est quelquefois plus compliqué. Puis, je vais être caricatural, mais l'homme, il dit, bon, attendez, j'ai un super projet, j'ai monté une super boîte, il me faut 4 millions, 5 millions, vous allez voir, vous n'allez pas regretter d'avoir mis votre argent chez moi. Ouais. Et les femmes, j'ai monté une petite boîte, je pense que ça peut marcher, etc. etc. On n'est pas du tout dans le même wording, on n'est pas du tout dans cette assurance qu'on n'a pas, on est nos propres ennemis, et de temps en temps, il faut, alors certaines le font, d'où l'intérêt d'avoir créé ce club de femmes entrepreneurs, parce qu'il faut s'aider, parce qu'on y passe nos journées, parce que ça prend du temps, parce qu'il y a encore des hommes qui disent, attends, moi aussi j'ai ma boîte, tu devrais t'occuper de tes enfants, si toi aussi tu montes ta boîte, ça va être compliqué. Oui, mais voilà. C'est une question de veille de 8 mars. Et ce 8 mars m'embarrasse toujours parce qu'on a l'impression qu'on parle des femmes que le 8 mars, puis après on les oublie. Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les femmes? Moi j'en ai croisé beaucoup, des femmes entrepreneuses sur ce plateau. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont de différent des hommes? Vous le disiez tout à l'heure, presque sociologiquement, elles sont traversées par le doute, elles sont parfois plus hésitantes, mais souvent très pugnaces. Qu'est-ce qui les différencie des hommes? C'est marrant parce que j'ai écrit une tribune qui, je pense, sera publiée peut-être la semaine prochaine sur la différence des femmes quand elles viennent voir une agence de com. Oui. Femmes entrepreneurs. Vous les accompagnez? Parce que moi, je les accompagne. Et c'est vrai que les hommes ont cette force, peut-être cet ego que les femmes n'ont pas, en disant de toute façon ma boîte elle est super, j'ai fait un truc, donc il faut que je sois présent dans les médias, quel plateau de télé vous allez me proposer, etc. etc. C'est quoi le plan média? Les femmes, avant de parler du plan média, elles expliquent leur boîte, elles expliquent leur projet, voilà où j'en suis, voilà les thèmes sur lesquels j'ai envie de porter ma parole, parce que je pense que j'ai quelque chose à dire sur ce sujet-là. Donc je suis légitime et je suis capable de vous le dire. Les femmes vont d'abord chercher la légitimité du fond en disant, bon, donc je viens vous voir parce que j'aimerais bien faire un peu de relations avec la presse, éventuellement parler à certains politiques parce que je pense que j'ai quelque chose à dire sur ce sujet. Moi, j'ai vu une femme qui est nommée à un poste très haut, femme à haut potentiel, voilà, avec des diplômes de grande école, qui me dit ça m'embête qu'il y ait des papiers sur moi tout de suite.
à ma nomination. Je préférerais attendre de bien poser mon projet. C'est typique, ça. Alors que les mecs, ils envoient le communiqué de presse Bah, à peine arrivé ouais. et ils attendent d'avoir une page dans les Échos pour leur nomination. Ouais, il y a Je caricature. Non, mais c'est vrai, il y a une Mais forme les un femmes peu sont- comme ça d'égocentrisme et de plaisir d'être montré, alors que la femme veut plutôt porter son projet et le développer. Oui. La star, c'est le projet, c'est pas elle. La star, c'est le projet, c'est pas elle. Elles n'ont pas ce besoin d'avoir leur photo, particulièrement dans un article. Voilà, certains le demandent. Est-ce qu'il y aura une photo de moi? Est-ce que vous avez la bonne photo, etc., etc. Les femmes aussi, mais c'est pas systématique. Mais Il y juste a une petite différence d'approche. Vous évoquiez les diplômes tout à l'heure des femmes et presque le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire l'idée de... Et on en a reçu des associations qui les accompagnent sur j'ai envie, j'ai une idée, j'ai l'idée, mais c'est pas pour moi. Ça existe Oui. aussi chez les femmes. C'est-à-dire, Bien sûr. elles ont des diplômes, tout est bien, mais elles se disent c'est pas pour moi ça. Mais oui, il y en a Et presque mon mari acceptera pas. que je citerai pas, qui est numéro 2 dans une boîte, et elle dit à son mari le soir, dis donc, ils m'ont demandé de trouver le numéro 1, parce que le numéro 1 s'en va, etc. Donc, j'ai cherché 2-3 CV, j'ai pensé à un tel, à du Ça, c'est drôle. etc. Et son mari la regarde et dit, t'as Mais- pas pensé à quelqu'un d'autre? Non, je Non. vois pas. À qui tu penses? Bah, à toi. À toi, ouais. Et c'est son mari qui, le soir, lui a dit... Bon, et bref, elle a fait son chemin, elle s'est fait violence pour présenter sa candidature, et on l'a prise. Mais elle n'y pensait même pas. Mais ça, c'est quoi? Enfin, c'est un peu profond ce que vous décrivez là, au-delà Et du c'était une caractère... femme d'envergure. Au-delà du caractère anecdotique, mais ça dit quoi de notre société? C'est quand même le chemin qui nous reste à parcourir, quand même ça. Des femmes qui prennent conscience et confiance de leur potentiel. Alors, il y a quand même du positif, puisque vous voyez qu'il y a un peu plus de femmes aujourd'hui dans les grandes entreprises. Clairement. Estelle Markinov, Christelle Hindemar. 2 entreprises. Voilà, la dirigeante de Sodexo, etc., etc. Moi, je viens de rencontrer une femme géniale, qui est la nouvelle présidente des experts comptables. Les experts comptables, ils sont, je ne sais plus combien. Tout à fait. Elle vient d'arriver. C'est vrai que pour l'instant, on ne parle pas d'elle. Il y a eu 3 lignes et demie quelque part pour annoncer ça. Voilà, donc là, mais je lui dis, mais... faut y aller, quoi. Vous êtes... Donc, il y a des femmes qui arrivent quand même. Je pense que les choses s'améliorent. Il y a eu, je crois, un papier, pour ne pas le citer, dans Le Parisien, qui montrait un peu les femmes qui commençaient à arriver à la tête de grandes entreprises, pas que du CAC 40. Ça reste faible encore. Hein. Ça reste faible. Mais quand elles y sont, moi, je suis très contente d'avoir des clientes femmes. Parce que justement, j'ai envie, à travers aussi mon métier chez Hopscotch Décideur, de pouvoir valoriser ces femmes, de les faire exister et qu'on les voit dans les médias. Avant de nous quitter, on parle de ces femmes qui veulent prendre leur place et elles le méritent par leur talent, par leur qualité, par leur diplôme. C'est quoi une femme inspirante? Parce qu'il y a aussi des femmes qui doivent jouer des rôles modèles. On a ces femmes entrepreneuses. Ce sont des femmes inspirantes. Alors, elles doivent. Je vais refaire la pub de mon livre qui allez-y. est sorti il y a exactement 1 an, où j'ai interviewé 10 femmes, et 10 femmes qui ont été premières quelque part dans leur métier. Il y en a Exactement. 10. Le salon de l'agriculture va se terminer, mais j'ai interviewé Christiane Lambert, la première femme présidente de la FNSEA. Et qui cède son poste, hein, d'ailleurs. Qui cède son poste. Mais elle dit, et c'est la tête de chapitre, je suis plus une femme de devoir que de pouvoir. Bon, voilà, j'ai interviewé Delphine Ernotte, première femme présidente de France Télévisions. Réélue. Anne-Marie Drac, elle a été la première femme présidente de la RATP, première femme de la SNCF. Et elle me dit... Et ministre des Transports, dans une vie avant. Bon, et elle n'est pas très connue du grand public. Et là, elle nous avoue, en disant dans le livre, c'est écrit... finalement, je ne me suis pas occupée de ma com. Je pensais que de bien faire mon boulot, ça suffisait. C'est vrai, elle était comme ça, Anne-Marie Drac. Anne-Marie Drac est une femme extrêmement Discrète. brillante. Elle a fait un super job. Donc, c'était intéressant aussi que la première femme présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes, le plus grand musée du monde. Quand je l'ai interviewée, elle avait plus de 200 demandes d'interview du monde entier. Elle m'a dit, je n'en donne aucune. Je veux d'abord parler à mon personnel et puis je veux finaliser mon projet. Le projet a été finalisé, puisque si elle a été nommée, c'est qu'elle avait un projet pour le Louvre. Mais je ne ferai pas d'interview tout de suite. Et vous remarquerez que c'est une femme extrêmement très discrète dans les médias depuis. Extrêmement discrète, mais hyper compétente. Voilà. Donc, mais à contrario, parce que là, je m'adresse à la communicante. On a sur ce plateau des femmes inspirantes. On a reçu récemment Elisabeth Moreno qui est venue nous parler de son histoire, de son parcours, de sa vie personnelle. Est-ce qu'il est quand même important de communiquer sur son histoire, non pas pour se vanter, mais pour donner envie peut-être à des jeunes issus de quartiers plus défavorisés de se dire mais c'est possible, on peut le faire. Moi, je suis née dans l'Aisne, j'ai habité au fin fond du Berry. Mon père était dans la marine, donc il y a un centre de transmission marine qui s'est construit dans le Berry, chercher le RER. Et je suis arrivée à Paris, je connaissais personne.
Bon, maintenant, on dit que j'ai un petit réseau, que je connais quelques mots. C'est ce qu'on dit. Voilà. Bon, ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que si on a envie, si on aime ça, si on est déterminé, on peut ouvrir beaucoup de portes. Avant de nous quitter, prix de la femme d'influence, quand même, c'est important parce que c'est un événement que vous préparez sur une année avec un jury, avec des lauréates. Des lauréates par, on est bien d'accord, catégorie politique, économique, culturelle, coup de cœur, et les prix Espoir, les jeunes. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander parce que vous êtes en train de travailler dessus, mais il y a des profils intéressants là qui il y a des profils intéressants. Cette année, on a 10 ans, donc on essaie on se remet toujours en question, et on s'est dit on avait vraiment envie de valoriser des femmes. Voilà, peut-être il y a 2 sujets. Toujours les femmes dans l'émancipation économique des femmes, c'est hyper important. Les femmes engagées, et puis on a appelé ça. On a envie aussi de mettre en avant des femmes qui font du bien à la planète, parce qu'on parle de l'écologie. Ça n'existait pas ça auparavant. Non, alors vous l'aviez pas cette catégorie. Un prix qui s'appellera comme ça, mais on a envie. Voilà, on a mis en avant l'année dernière une femme qui a créé le premier centre de biomimétisme en France. On va pas. J'ai vu. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et elle est pas à Paris, elle est à Senlis. On va aussi chercher des femmes dans les territoires. Elle s'appelle Kalina Raskin. Kalina Raskin, elle est incroyable. Toutes les boîtes du CAC 40 adhèrent à son centre de biomimétisme. L'idée, c'est d'aller chercher dans la nature des choses qui existent pour créer des inventions technologiques. Ce bec d'oiseau, le velcro. Le velcro qui a été créé grâce à cette petite boule qui colle. Exact, qui colle sur les chaussettes. Sur vos chaussettes quand vous allez vous balader dans la nature. Merci d'être venu comme ça nous éclairer et de cette énergie aussi qui vous incarne à travers votre réseau et votre envie d'accompagner ces femmes. Tant parce que vous êtes la directrice générale de Hopscotch, décideuse, c'est réglé. Je ne regarde plus les CV des garçons. Cette affaire est réglée. Et parce que aussi présidente du cercle des femmes d'influence et du prix de la femme d'influence, ce sera dans quelques mois, un peu plus tard. Égalité femmes-hommes, édition Erol. C'était votre livre, Patricia Chaplotte. Merci d'être... merci de m'avoir invité. À très bientôt. C'est un vrai plaisir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec une thématique, alors pour le moins impertinente, un chômage heureux plutôt qu'un emploi triste. Alors c'est pas moi qui porte cette idée, c'est François Moreau, secrétaire général de Randstad France. Alors vous portez cette idée, vous allez la matiner, mais c'est le sujet dont vous nous parlez, avec un peu d'impertinence quand même, parce que globalement, vous nous dites qu'on serait entré dans un nouveau monde du travail et un rapport très particulier avec ce travail qui ne serait plus le centre de notre vie. Non, exactement. Ce que l'on voit autour de cette étude, donc Work Monitor, c'est une étude qui est réalisée au niveau mondial, qui interroge 35 000 personnes dans 34 pays, qui est une étude qu'on fait régulièrement, une fois par an, depuis 20 ans. Et là, on voit des signaux extrêmement intéressants. C'est-à-dire que les tendances qui sont apparues lors du Covid sont en train de s'installer durablement. S'amplifier ou... S'amplifier. Il me semble que... et ce qui, pour résumer finalement l'étude, qui est très complète, c'est que finalement c'est le travail qui doit s'adapter aux desiderata des salariés. Et c'est plus l'inverse. Ça c'est une révolution quand même. Ça c'est une révolution. Alors ça se concrétise comment ? Premier sujet... c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, notamment pour la génération Y, où on voit très bien qu'une grande majorité de cette génération n'accepterait pas un emploi ou qui viendrait finalement déranger cet équilibre. Alors vous allez me dire, oui mais... Comment faire ensuite pour les entreprises, à la fois pour recruter et pour surtout garder les collaborateurs. On a sélectionné, il y a beaucoup de chiffres dans cette étude, il faut la regarder, elle est très complète, vous l'avez devant vous, mais il y a 1 ou 2 chiffres. 35% des Français, c'est une étude mondiale, préféreraient rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. Oui. Excusez-moi, je vous pose la problématique, vous l'avez étudiée. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On améliore la vie des Français au chômage ou on améliore la vie des Français sur leur lieu de travail et dans leur travail ? Sur leur lieu de travail. C'est ça. Et c'est encore plus vrai pour les 18-24 ans. Là, c'est 43%. Donc ça veut dire que ce sujet du bien-être au travail, du faire en sorte qu'on tienne compte de cet équilibre, via notamment
tout ce qui va concerner la qualité du travail, et on y reviendra ensuite sur l'utilité aussi du travail. Je dois être utile. Et donc, comment on positionne le collaborateur sur les perspectives aussi? Comment on lui donne des perspectives extrêmement importantes, ce point? Mais François, quand même, ça, ce sont des chiffres du déclaratif, mais concrètement, dans la vraie vie, est-ce qu'on n'est pas en train d'affoler les entreprises? Parce que quand vous leur présentez cette étude et que vous leur mettez sous le nez, ils vont la regarder. Bien sûr. Il faut qu'ils la lisent. Bien sûr. Ils vont se dire, mais attendez, on n'est pas du tout dans les clous, là. Il faut qu'on réinvente le modèle. Est-ce qu'on ne crée pas de l'angoisse côté entreprise, là, avec une étude comme ça? Non, je pense qu'il faut être à un moment donné, se dire les choses. On regarde les choses. Et que ce rapport, il a profondément et durablement changé. C'est pas un effet de mode. C'est pas un effet Covid. C'est qu'aujourd'hui, le rapport des salariés vis-à-vis du travail a profondément changé. Et donc, il faut en tenir compte et sortir du cadre, imaginer des modes de fonctionnement un peu différents que ceux qu'on avait l'habitude pendant des décennies d'avoir. Alors, pour rester et sortir la question du chômage, quand même, réfléchissons, il nous reste un petit peu de temps. Bien sûr. Qu'est-ce que l'entreprise doit réinventer ou tout simplement inventer pour permettre à ses collaborateurs de dire, de dire moi je suis bien au travail, j'y vais avec plaisir et on m'a écouté dans mes demandes. Qu'est-ce qu'on doit inventer? D'abord, on voit beaucoup d'entreprises qui réfléchissent sur la flexibilité. C'est le sujet majeur. Flexibilité des horaires, flexibilité du lieu de travail. Donc alors, télétravail. C'est possible, c'est pas possible. Premier élément, c'est extrêmement important. Mais on voit que, notamment les femmes et aussi les jeunes, la flexibilité des horaires, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et donc là encore, comment l'entreprise réussit ce pari d'apporter de la flexibilité. Alors, on a tous en tête que dans les travails de bureau, ça peut être possible. Dans les travails de production, c'est beaucoup plus compliqué. Clairement. Et donc, comment on ajuste avec des initiatives comme, par exemple, aussi la semaine de 4 jours qui permet... Elle avance, celle-là? Elle avance. En France et dans le monde? Elle avance en France et dans le monde. Notamment, il y a eu des expérimentations en Grande-Bretagne qui sont regardées de très près, de quelques entreprises en France. Mais à mon avis, c'est un des sujets, notamment pour ne pas avoir de fracture sociale entre l'école blanc et l'école bleue. On l'a traité, l'étude anglaise qui est sortie il y a quelques semaines. Alors c'est vrai qu'ils avaient évoqué un énorme panel, il faut quand même le reconnaître, le panel n'est pas énorme, mais en tout cas sur ce panel en Grande-Bretagne, les résultats, plus de 85%, je crois qu'ils disent, nous on va opter. Ça c'est une évolution, là, c'est une évolution. Mais quand même nos dirigeants, là, ceux qui nous regardent se disent, mais attendez, on n'est pas du tout prêts. Si, moi je pense qu'on est prêt. On est prêt. On est prêt. Quand on voit finalement que le travail qu'on réalise chez soi, c'était inimaginable il y a encore quelques années, qu'aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, on parle de 2 à 3 jours de télétravail. Dans un certain nombre d'activités, je pense notamment à l'IT, ce qu'on appelle le total remote, c'est-à-dire le fait de travailler la quasi-totalité. Le full total remote. Voilà, exactement, le full total remote. Et donc aujourd'hui, c'est possible. On l'a vu, que finalement, l'entreprise s'est adaptée. Et il y a peut-être un point aussi intéressant, c'est que dans cette période inflationniste, où les salariés sont quand même très inquiets sur leur pouvoir d'achat, à juste titre, ils s'interrogent aussi sur le rôle de l'entreprise et comment l'entreprise peut continuer à les aider. L'entreprise les avait aidés pendant le Covid, et là, les entreprises doivent aussi, en tout cas c'est le déshydratat des salariés, donner un coup de pouce supplémentaire, et on le voit dans le cadre des NA. On leur demande beaucoup aux entreprises. C'est vrai. C'est vrai que la hotte est pleine. Merci François Moreau, secrétaire général de Randstad France. Allez voir cette étude, elle est sur le site de Randstad, très détaillée, évidemment. On a fait un digest au cours de cette séquence fenêtre sur l'emploi. Merci d'être venu nous rendre visite et de nous éclairer comme à chaque fois. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Nicolas Juchat, évidemment, qui m'accompagne et qui est dans mon oreille. Et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.